Bonjour, je m'appelle André Casalet, mon instrument est le cor et je fais partie de l'Orchestre de Paris. Alors le cor est un instrument de la famille des cuivres. Il existe des cuivres dits clairs, c'est-à-dire la trompette et le trombone, et des cuivres sombres, c'est-à-dire le cor et le tuba. Alors sombres parce qu'ils sont essentiellement coniques, alors que la trompette et le trombone sont essentiellement cylindriques. Alors le cor, comme tous les instruments de cuivre d'ailleurs, a besoin de cet instrument qu'on appelle une embouchure. Et en fait, le véritable instrument, c'est celui-là, parce que ça, c'est seulement un amplificateur. Alors, je vais vous montrer une sonorité d'embouchure. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup de bruit. On ne pourrait pas faire des concerts comme ça, hein. Donc, avec l'amplificateur. Alors, à l'origine, le cor était un instrument qui n'avait pas tous ces systèmes qui ont été inventés dans le courant du 19e siècle. Et l'ancêtre du cor, c'est le cor de chasse. Tout le monde connaît ça, par exemple. Et donc autrefois on jouait le cor dans cette position. Toutes les gravures anciennes montrent les cornistes jouant dans cette position. Alors on a enroulé le cor parce que si on l'avait déroulé, il mesurait 4,20 m. Évidemment pour le transporter, c'était trop compliqué. Alors comme on a pu l'enrouler, c'est devenu l'instrument des chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs s'entouraient le corps de cet instrument. Et à partir du 19e siècle, on a donc ajouté les pistons, et à partir de ce moment-là, on a pu jouer des mélodies beaucoup plus complexes. Et c'est là que le cor moderne est né. Chaque fois que j'appuie sur une petite touche ici, qu'on appelle ou des pistons ou des palettes, chaque fois je baisse la note d'un demi-ton. C'est-à-dire que chaque fois, j'allonge le tube, puisque quand j'appuie, l'air passe à l'intérieur des tuyaux, et donc, plus l'instrument est long, plus le son est grave. Donc, le cor chromatique est né avec l'invention des pistons. Lorsque j'étais enfant, nous commencions le cor vers l'âge de 10 ans, parce qu'il n'existait que des instruments de cette taille, c'est-à-dire pour une taille adulte. Et on a inventé maintenant des instruments qu'on appelle instruments petites mains, qui ont la particularité d'avoir un tour de plus. Donc évidemment, pour la même longueur, si vous faites un tour de plus, le cor est plus petit. Et donc les enfants maintenant commencent l'étude du cor vers l'âge de 6 ans, 7 ans. Et alors par exemple, une première leçon de cor, on apprend à un enfant d'abord à souffler, ce qui n'est pas difficile. Après, à déclencher ce qu'on appelle une attaque. Alors pour déclencher une attaque, il faut s'imaginer avoir un grain de riz au bout de la langue qu'on veut expulser. Voilà, alors on expulse le grain de riz et on souffle. Alors après ce premier exercice, on fait la même chose avec l'embouchure que je vous ai présentée tout à l'heure. Et après, on ajoute l'instrument. Et en principe, ça c'est la note que presque tout le monde joue le premier jour où il commence la pratique de l'instrument. Alors j'ai parlé précédemment du cor qui était joué à l'origine dans cette situation, et un jour un dénommé Hampel, il s'est rendu compte que si on baissait l'instrument et si on mettait la main droite dans ce qu'on appelle le pavillon, c'est-à-dire cette partie, on pouvait moduler le son. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Alors à ce moment-là, le cor qui était à l'origine un instrument de signal, un instrument d'appel, hein, c'est-à-dire dans Ivanhoe, enfin tout le monde a vu ça dans beaucoup de productions cinématographiques, le cor est rentré dans l'orchestre, c'est-à-dire dans l'orchestre qu'on appelle par exemple l'orchestre Mozart. C'est un orchestre type où il y a un petit quatuor à cordes et deux hautbois, deux corps.
Parce que le corps donc de cet instrument de plein air est devenu un instrument de salon. Parce qu'on pouvait jouer beaucoup plus doux. Et donc, le corps à ce moment-là a acquis, je dirais, ses lettres de noblesse. Et de cet instrument qui était d'aspiration, d'utilisation militaire presque, il est devenu donc un instrument de salon. Monsieur Ampel ayant découvert ce système, on a pu donc moduler des sonorités, c'est-à-dire que nous pouvons faire des sons que nous appelons ouverts et des sons bouchés, c'est-à-dire avec la main complètement bouchée dans le pavillon. Alors vous pourriez vous demander, mais pourquoi, puisqu'on a inventé tous ces systèmes, on a gardé la main dans le pavillon? Alors on a gardé la main dans le pavillon tout simplement par tradition, pour garder le son tel qu'il a été, je dirais, défini au milieu du XVIIIe siècle. Les compositeurs ont gardé, bien sûr, l'idée de l'appel, et le corps est souvent utilisé par les compositeurs avec cette connotation. Alors il y a des appels célèbres, il y a des appels très doux, par exemple au début de Oberon chez Weber. Il y a des appels plus violents, comme chez Beethoven par exemple, dans la 5e symphonie. Chez Wagner, lorsque Siegfried veut réveiller le dragon, il utilise d'abord un hautbois, et le dragon ne se réveille pas évidemment. Et après, il utilise un corps, et là, il va réussir à réveiller le dragon. Chez Stravinsky, dans le Sac du printemps, avec des appels violents. Alors j'ai choisi cet instrument parce que enfant, mon papa, le samedi matin, je me souviens très bien, branchait le tourne-disque sur la radio. À l'époque, c'était comme ça. Et on écoutait des disques de musique classique symphonique. Et dès l'âge de 2 ou 3 ans, chaque fois que j'entendais la sonorité du corps dans la masse orchestrale, chaque fois je lui disais, je veux jouer ça. Alors il me disait, c'est du corps. Alors ça, c'est la vraie version. L'autre version, un peu plus romantique peut-être, c'est que je suis né à Pau, dans les Pyrénées, et c'est là qu'Alfred de Vigny a composé son célèbre poème Le Loup, qui commence par « J'aime le son du corps le soir au fond des bois ». Aujourd'hui, je voudrais évoquer un magnifique solo qui se trouve à la fin du second des 4 derniers leaders de Richard Strauss pour soprane et orchestre, et dans le deuxième lead, qui s'appelle Septembre, à la fin, quand la chanteuse donc a fini de chanter, le corps joue cette phrase que je trouve absolument merveilleuse et magique, et que nombre de compositeurs d'ailleurs m'ont déjà dit qu'ils auraient aimé écrire cette phrase, tellement elle est belle. Alors évidemment, souvent, on me pose la question, est-ce que pour jouer du corps, il faut beaucoup de souffle? Alors je dirais, tout simplement, il n'en faut pas plus que pour faire du jogging, ou pour marcher dans la rue, ou pour vivre. Il faut apprendre à souffler. Alors on dit communément, souffler n'est pas jouer, bien sûr. Euh, il faut mettre ce qu'on appelle l'air en vitesse. C'est-à-dire, c'est très simple, il faut prendre une respiration abdominale, c'est-à-dire assez basse, et après, en compressant les abdominaux, nous allons envoyer l'air qui va en permanence déclencher une vibration qui va produire le son. Alors je fais une petite démonstration si vous voulez. Plus je vais
dépenser de l'air en quantité, plus je vais jouer fort. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un son filé, c'est-à-dire que je vais commencer piano, comme ça, et je vais jouer de plus en plus fort. Et en fait, tout l'art de jouer, je dirais, du corps ou de tous les instruments avant, en règle générale, c'est cette grande maîtrise qu'il faut acquérir dans la dissociation de la vitesse de l'air, de la vitesse de l'air que nous mettons en vitesse, et de la quantité que nous dépensons quand nous jouons. Pour jouer des choses qu'on dit forte, fortes, et des choses piano, c'est-à-dire doucement.